Bonjour à tous. Aujourd'hui, la première vidéo d'une série de vidéos qui sera consacrée à la question du marché. C'est un thème central de l'enseignement de spécialité de sciences économiques et sociales en classe de première. Si on jette un coup d'œil au programme, on observe que la question du marché se situe dans un questionnement qui s'intitule « Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?» Donc ça veut bien dire qu'on ne va pas travailler sur n'importe quel marché, mais qu'on va travailler sur un marché de type concurrentiel. Plus précisément, l'essentiel des vidéos qui vont suivre vont porter sur cette partie du programme. Il va s'agir pour nous de savoir interpréter les courbes d'offres et de demandes, ainsi que leur pente, de comprendre comment leur confrontation détermine l'équilibre sur un marché de type concurrentiel, où les agents sont, ça c'est peut-être le plus important ici, sont preneurs de prix. Donc quand on parle de marché concurrentiel, on peut également parler de marché parfaitement concurrentiel, ou bien vous pouvez également trouver l'expression marché de concurrence pure et parfaite. On parle d'une forme de marché bien particulière qui n'existe pas en réalité, mais qui se réfère à un modèle. Donc un modèle est une représentation simplifiée de la réalité. Et effectivement, quand on regarde les conditions qui permettent de définir ce qu'est un marché parfaitement concurrentiel, on comprend facilement que ce type de marché n'existe pas dans la réalité. Mais dans un monde imaginaire où ces 5 conditions seraient respectées, alors, c'est ça l'essentiel, les agents économiques, offreurs, demandeurs, seraient ce qu'on appelle des preneurs de prix. Autrement dit, toutes les vidéos consacrées au marché qui vont suivre considéreront que les marchés sont parfaitement concurrentiels et donc que les agents prennent le prix du marché, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'influence sur le marché. Entrons maintenant dans le vif du sujet, voyons à quoi ressemble un modèle de marché parfaitement concurrentiel et voyons comment construire les courbes d'offres et de demande correspondant à ce modèle. Alors on va partir de données fictives relatives à un marché quelconque, par exemple le marché de la tomate, et on va imaginer que ce marché de la tomate est un marché parfaitement concurrentiel. En conséquence, le prix du marché est une donnée et les agents économiques présents sur ce marché réagissent au prix tel qu'il se présente sur le marché. Donc on a deux catégories d'agents, on a les offreurs qui sont tout simplement les producteurs de tomates et on a les demandeurs qui sont tout simplement les consommateurs de tomates. Donc on voit que les agents, offreurs et demandeurs, réagissent au prix. Par exemple ici, on aura 10 demandeurs prêts à payer un prix au maximum de 3 €. Ou bien on aura ici 11 offreurs prêts à vendre à un prix minimum de 7 € le kilo de tomates. Pour simplifier, on considère que chaque offreur et chaque demandeur produit ou achète 1 kg de tomates. Ça permet de dire que, par exemple, pour un prix de 1 €, qu'une quantité de 2 signifie aussi bien qu'il s'agit de 2 offreurs ou bien de 2 kg de tomates. Ou bien encore, ici, lorsque la quantité demandée est de 5, cela signifie qu'il y a ou bien 5 demandeurs ou bien 5 kg de tomates demandées. Comment est-ce qu'on va procéder? On va d'abord commencer par construire la courbe de demande. Donc on va faire insertion, nuage de points, et on va aller chercher les données dont on a besoin. Donc on sélectionne les données, ajouter, et on va appeler cette série tout simplement la courbe de demande. Par convention, en X, donc en abscisse, on va toujours mettre en économie les quantités demandées. Donc ici. Et par convention, on aura toujours en ordonnée les prix. Donc cette ligne ici. OK. OK. Et donc on obtient ici, alors pas encore une courbe, mais on obtient en fait le nuage de points de la demande. Alors comment est-ce qu'on va obtenir la courbe de demande proprement dite? On va cliquer ici sur les points du nuage de points, un clic droit, et on va faire ajouter une courbe de tendance. Voilà. Donc la courbe de tendance apparaît, elle va représenter notre courbe de demande. Et on va ici cliquer sur afficher l'équation sur le graphique.
Donc concrètement ici, Y représente les prix et X représente la quantité demandée. Alors pour avoir quelque chose de plus joli, on va mettre en forme tout ça. Et on va dire que, par exemple, on va mettre ici 3, et puis on va la mettre en rouge. Fermé. Et puis comme on ne va travailler que sur la courbe de la demande et non pas sur le nuage de points à partir de lequel elle a été construite, on va ici enlever tout simplement les points. Option de marqueur, ici on va mettre aucun. Voilà. Voilà à quoi vous devez parvenir. Alors attention néanmoins, on a dit que par convention, on mettait les prix en ordonnée et les quantités en abscisse. En conséquence, notre Y représente les prix, notre X représente les quantités, ce qui signifie donc qu'on a l'expression des prix en fonction des quantités. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le contraire, c'est-à-dire l'expression des quantités en fonction des prix. Donc pour avoir l'équation qui nous donne la fonction de demande en fonction des prix, on est obligé de construire le même graphique, mais en inversant ordonnée et abscisse. Donc rapidement, je le refais ici. Ajouter, je vais l'appeler courbe de demande bis. Et je vais mettre cette fois-ci en X les prix. Et en ordonnée, les quantités. OK, OK. Même chose que tout à l'heure, je vais demander la courbe de tendance et l'équation sur le graphique. Et l'équation qui va m'intéresser ici, ça va bien être celle-là. Je grossis. Oups. Donc, dans cette version, Y représente les quantités demandées, X représente les prix. Donc, pour que ce soit clair, on va mettre ici, à la place de Y, D pour demande, et à la place de X, on va mettre ici P pour prix. Cette équation qui va désormais nous intéresser. Donc, il faut faire maintenant exactement la même chose pour obtenir la courbe d'offre. Donc, j'enlève ça et je reprends. Même principe, insertion, nuage de points, sélectionner les données, je vais l'appeler ici courbe d'offre. En X, par convention, on met les quantités offertes et en Y, les prix. OK, OK, même chose, je sélectionne mes points. Ajouter une courbe de tendance, afficher l'équation. Okay. Si je la mets en forme, je vais la mettre par exemple en noir. Style de trait, je crois que je l'avais mis en 3 tout à l'heure. Et j'enlève mes points si j'arrive. Voilà, option de marqueur, OK, fermé. Et voilà ce que l'on obtient. Il nous faut maintenant analyser chacune de ces courbes prises séparément. On va commencer par la courbe de demande. Donc c'est le moment d'introduire un petit peu de vocabulaire important qui nous servira à plusieurs reprises dans la suite du cours. Concrètement, cette courbe de demande, il est facile d'observer qu'elle est décroissante. Pourquoi est-ce qu'elle est décroissante? Parce que la courbe de demande, c'est à retenir, représente l'ensemble des dispositions à payer exprimées par les demandeurs. La disposition à payer, c'est quoi? C'est le prix qu'un demandeur est prêt à payer pour acquérir une unité de produit supplémentaire. Donc par exemple, ici, on a 6 consommateurs de tomates qui sont prêts à payer un prix maximum d'un peu moins de 7 euros, ici 6,50 €. De la même façon, on dira que l'on a, on va dire, 3 consommateurs de tomates
qui sont prêts à payer un prix de 9 euros. Donc on voit bien que mis bout à bout, eh bien, ces différents points forment les dispositions à payer successives des consommateurs. Et donc plus le prix s'élève, d'accord, et moins il y a de consommateurs de tomates prêts à payer ce prix-là. Inversement, plus le prix baisse et plus il y a un nombre élevé de consommateurs de tomates prêts à payer un prix forcément plus bas. Donc ça nous explique pourquoi la courbe de demande est décroissante en fonction du prix. Cette décroissance de la courbe de demande, on la retrouve également dans le coefficient directeur de la fonction de demande, c'est-à-dire sa pente. Concrètement, comment interpréter cette pente? La pente de la courbe de demande, c'est ce qu'on appelle la propension marginale à demander. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque le prix du produit, donc ici le kilo de tomates, augmente de 1 euro, alors la demande, c'est-à-dire la quantité demandée ou le nombre de demandeurs, diminue de 1,4424 unités. On va procéder exactement de la même façon pour l'analyse de la courbe d'offre. Donc notre courbe d'offre ressemble à ça, et on observe cette fois-ci que la courbe d'offre est croissante en fonction du prix. Donc là encore, on va avoir besoin d'un peu de vocabulaire pour expliquer cette croissance de la courbe d'offre. La courbe d'offre, on dira qu'elle représente l'ensemble des coûts marginaux, notion importante, exprimés par les offreurs. Les coûts marginaux ou le coût marginal désignent le coût total de production nécessaire à la production d'une unité de produit supplémentaire. Effectivement, on comprend que lorsqu'un producteur de tomates veut produire 1 kg de tomates en plus, eh bien cela engendre des coûts de semences, des coûts d'entretien, etc. Donc plus notre producteur de tomates produit une quantité importante, et plus les coûts de production s'élèvent. Et plus le coût d'une unité de tomates supplémentaire s'élève également. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que, par exemple, on a 4 offreurs dont le coût marginal est égal à environ 2,50 €. Autrement dit, on a 4 offreurs qui vont accepter de vendre à un prix au moins égal à 2,50 €. Parce que s'il vend à moins de 2,50 €, il ne sera pas rentable. De la même façon, on aura ici par exemple 12 offreurs dont le coût marginal est de 8 €, ce qui signifie qu'on a 12 offreurs qui sont prêts à vendre leur kilo de tomates à un prix supérieur ou égal à 8 €. Donc on voit que plus le prix s'élève et plus il y a un nombre d'offreurs important, puisque plus le prix s'élève et plus il y a de producteurs de tomates qui deviennent plus facilement rentables. Donc on a ici, lorsque les niveaux de prix sont bas, ceux qui acceptent de vendre à des prix bas, ce sont les producteurs dont les coûts marginaux de production sont les plus faibles, donc ce sont les plus efficaces, les plus productifs. Inversement, ce qu'on va retrouver ici, ce sont les producteurs de tomates qui sont les moins efficaces, ceux dont les coûts marginaux sont les plus élevés et qui ne sont rentables que pour des niveaux de prix élevés. Donc là encore, analysons la pente de notre courbe d'offre. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que cette pente, de la même façon que tout à l'heure, ça va désigner la propension marginale, non plus à demander, mais la propension marginale à produire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le prix du produit, donc toujours le kilo de tomates, augmente de 1 €, alors la production, c'est-à-dire la quantité offerte, le nombre de producteurs ou le nombre de kilos de tomates, augmente d'environ 1,4667 unités. Voilà, cette première vidéo consacrée au marché parfaitement concurrentiel touche à sa fin. J'inscris ici ce qui est essentiel à retenir dans cette première vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos consacrées au marché.